Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où nous allons nous intéresser en détail aux tables de consultation. Ces fichiers qui, pour différents paramètres, fournissent des valeurs de sortie par rapport à une valeur d'entrée. Je me présente, Valérie Dubois, architecte DPLG, spécialisé dans l'informatique appliquée à l'architecture et à l'ingénierie des bâtiments de toute taille. Je travaille dans la société Gretec en tant que consultant technique et formateur. Les tables de consultation ont été conçues à l'origine pour la partie MEP de Revit, particulièrement les raccords de canalisation ou de gaine, dont les dimensions ne sont pas proportionnelles entre eux au fur et à mesure que les diamètres vont croître. En effet, si on regarde juste un tout petit extrait d'un tableau de dimensionnement d'un fabricant, on s'aperçoit que les diamètres nominaux vont augmenter de façon régulière, mais que le diamètre extérieur, donc réel du raccord de canalisation, ici c'est un raccord de canalisation, vont augmenter d'une façon qui n'est pas du tout calculable par une formule quelconque, puisqu'on voit que 6 plus 4, 10, 8 plus 4 ça fait pas 13, on ne peut pas non plus prouver une formule avec des divisions, des multiplications, et on voit qu'au fur et à mesure, les diamètres extérieurs ne correspondent pas à des formules mathématiques qui pourraient être quantifiables ou exprimables d'une certaine façon. Donc ce qui serait utile, c'est de pouvoir dire à Revit, quand je te fournis la donnée d'entrée 8, tu vas me fournir la donnée de sortie 13, la 20, la 26, 29, la 32, la 42,4, et comme ça on ne se pose plus de questions, c'est automatique, ça fait gagner du temps, et on peut donc produire ce type de document que nous reverrons en détail plus tard. C'est donc un fichier CSV qui contient différentes valeurs, notamment des valeurs par rapport à une première colonne. Cette première colonne permettra de donner les valeurs de la deuxième ou de la troisième ou des deux. Et il serait tout à fait possible que ce tableau ait beaucoup plus de colonnes et fonctionne toujours parfaitement. Est-ce que ces tables ne servent uniquement que pour les familles MEP ? Non, les valeurs qu'elles fournissent peuvent être utilisées pour les paramètres de toutes les familles Revit. Il est aussi possible, nous le verrons, d'utiliser des variables de type texte ou des paramètres de type case à cocher dans les listes de ces données. Le fonctionnement des tables de consultation consiste donc à fournir une ou plusieurs données de sortie par rapport à une donnée d'entrée. Et contrairement aux fichiers texte de catalogue de type associés aux fichiers RF1 qui peuvent enregistrer de grandes quantités de paramètres définissant des types fixes, la table de consultation permet de relier des valeurs à d'autres valeurs de façon interactive et ainsi faire varier la famille concernée. Cela évite d'avoir dans les familles d'importantes listes de dizaines de types différents. La table de consultation nous permet de générer automatiquement de très nombreuses variations. Elles ne sont pas mises en mémoire sous forme d'une liste de types, mais générées par des interactions des entrées-sorties. L'utilisation des tables de consultation permet aussi de réduire la longueur des formules. Nous pouvons produire des tables de consultation au format CSV en utilisant le bloc-notes à partir d'un fichier vide, mais on peut également demander à Revit de nous fournir la table de consultation d'un fichier RFA particulier et à partir de cette table de consultation l'enrichir ou en créer une tout à fait différente, mais au moins on a un point de départ qui est correctement créé. Alors pour voir comment ça fonctionne dans Revit, on a ici le coude générique standard qu'on retrouve très facilement dans la partie MEP, il est de toute façon dans la bibliothèque Revit, et si on vient éditer la famille de ce coude, on va donc tomber sur quelque chose de relativement simple et on va voir donc que dans les paramètres et types de famille, ici, on va trouver des formules un petit peu classiques mathématiques, des formules conditionnelles avec des if, et puis un petit peu au-dessus ici, on va trouver une formule un peu mystérieuse qui commence par size lookup, et ensuite une constitution de conditions, si on peut dire, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celle des boucles conditionnelles, mais il y a cette formule un petit peu étrange qui s'appelle size lookup. Alors size lookup, ça veut simplement dire à Revit, va voir dans la table de consultation. Donc ici il y a une petite étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont dans ce fichier là donné aux tables de consultation, au nom des tables de consultation, un paramètre. Donc on voit ici que nom de la table de consultation s'appelle Elbow Generic et c'est effectivement le nom du fichier CSV.
Donc en fait, cette formule demande à Revit d'aller chercher dans la table de consultation, donc celle-ci, Elbow générique, des différentes valeurs. On va voir comment ça fonctionne. Alors comment trouver cette table de consultation? C'est très simple car il y a un bouton ici en bas à droite, gérer les tables de consultation, donc qui vont nous permettre d'importer, d'exporter ou de supprimer des tables de consultation. Importer, on peut avoir plusieurs tables de consultation dans un fichier, c'est pas interdit, c'est même pratique. On peut le supprimer, ce qui n'est pas conseillé si évidemment le fichier est en cours d'utilisation dans les formules, parce que ça va perturber complètement le fonctionnement. Et on peut donc exporter également ce fichier CSV avec le nom qu'on veut. Donc je vais garder le même nom, on va voir comment il se présente. Voilà, donc là il vient juste d'être exporté, je peux dire OK, et je vais aller chercher ce fichier dans mon arborescence. Il y a deux manières d'ouvrir ce fichier Excel, soit directement, et à ce moment-là Excel ouvrira de façon un peu brute les différentes colonnes de données. Ça va être un petit peu dur à lire puisqu'on a des virgules de séparation, des vraies virgules de séparation entre les valeurs, et la virgule décimale est un point, donc c'est un petit peu difficile à interpréter. En plus, dans ce fichier-là, on a un nombre de zéros après la virgule qui est absolument inutile dans ce cas-là, donc ça perturbe aussi un petit peu la lecture. Si dans Excel on l'ouvre au format CSV directement, c'est-à-dire qu'on va dans la partie données dans un nouveau fichier et on lui dit d'importer ici à partir d'un fichier CSV, à partir d'un fichier texte CSV, il va évidemment là nous faire une présentation beaucoup plus lisible, et c'est celle que j'utiliserai jusqu'à la fin de ce webinaire afin qu'on puisse correctement lire les différents. Dans cet exemple très simple, on a tous les constituants d'un fichier CSV de table de consultation. C'est-à-dire qu'on a une première colonne où on voit une absence d'en-tête, et cette colonne, on va le voir, est assez facultative dans l'organisation. Elle permet simplement de ranger les données d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est la deuxième colonne, qui est la première colonne officielle de données. Celle-ci a une en-tête où on voit qu'il y a le nom du paramètre. Le paramètre s'appelle ND, séparé par 2 dièses du type de paramètre, donc ici longueur, tout ça en anglais bien entendu, séparé par 2 dièses du type d'unité du paramètre. Bon, ici on a des paramètres différents mais qui ont tous le même type de paramètre et la même unité de millimètres dans ce cas présent. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on ait une colonne en millimètres et une autre colonne en mètres et une autre colonne en décimètres, pourquoi pas, c'est pas du tout interdit, et puis ici que les différentes valeurs de paramètres ne soient pas les mêmes. Donc on voit que ces paramètres qui n'ont pas de correspondance mathématique, comme on l'a déjà précisé, peuvent être fournis les uns par rapport aux autres. Alors ce que va faire Revit, c'est qu'il cherchera toujours la valeur de référence qui va servir à trouver les autres dans la première colonne, qui évidemment est la deuxième colonne puisque c'est la première colonne qui compte, et à partir de cette colonne là je pourrais demander à Revit de me fournir les éléments de la troisième colonne ici de données, donc la colonne 4, ou de la colonne 3 ici, ou des deux, et comme je disais tout à l'heure, il pourrait tout à fait y avoir 5, 6, 7, 8 colonnes, et on pourrait demander des valeurs de toutes ces différentes colonnes par rapport aux valeurs de cette colonne d'entrée. Revit ne fera pas attention, il ne fera pas la chose suivante, je ne peux pas lui donner une valeur de la quatrième colonne pour qu'il me fournisse une valeur de la troisième ou de la première ici. C'est toujours à partir de cette colonne-là que Revit déduira les autres valeurs. À propos des différents paramètres et des différentes unités qui peuvent être utilisées, voici un petit tableau récapitulatif de ce qu'on peut utiliser, donc toujours converti en anglais. Après le nom du paramètre, 2 dièses, le nom du paramètre en anglais, 2 dièses, et puis les valeurs qu'on peut utiliser. Vous voyez qu'ici on a un petit peu de tout, et puis lorsqu'on a des paramètres qui ne sont pas des paramètres numériques, on va marquer Other et on ne mettra pas de dièse suivant avec une unité puisqu'il n'y en a pas. Et ce sera utilisé, on le verra, pour le texte, les matériaux ou les paramètres oui, non. On a également le poids total d'instalement de tuyauterie et puis d'autres
d'autres unités, puisqu'ici l'exemple est en mètres, on peut évidemment être en mètres, en inch, en feet, en square feet, etc., etc. Si nous éditons ce fichier dans le bloc-notes, il devient très facile à compléter, à changer. Il suffit donc de sélectionner les choses et de bien respecter la syntaxe pour écrire d'autres valeurs éventuelles. On peut tout à fait imaginer copier et coller cette ligne-là et dire donc que ça deviendra la ligne 25 par exemple, et on peut rentrer n'importe quel type de valeur. Je mets n'importe quoi au hasard. 612, et puis on peut laisser 610 ici peut-être, et voilà, j'ai créé une ligne supplémentaire de valeur. Évidemment, je devrais faire ça avec un tableau de référence sous les yeux, mais vous voyez que c'est extrêmement facile, et on enregistre ça donc au fichier CSV, et ce sera interprété par Revit. On peut imaginer par exemple créer un fichier de toutes pièces dans le bloc-notes, en commençant par la ligne des paramètres, avec une virgule pour déterminer la première colonne, ensuite par exemple un paramètre de hauteur, en longueur bien sûr, millimètres, un paramètre de couleur qui est un paramètre other, puisque ce n'est pas un paramètre numérique, qui va se terminer tout simplement avec 2 dièses et pas d'autres instructions particulières. Ensuite un paramètre Z qui va être un paramètre d'aspect de la couleur, qui va être aussi un paramètre other, et on termine avec un paramètre de longueur, mais qui ici est en mètres, contrairement à l'autre qui est en millimètres. Et la première ligne pourrait ressembler à ça, donc 1 première ligne de la première colonne, 780 mm, couleur bleue, aspect mat, et en mètres 645, avec évidemment le point en tant que virgule décimale. Et puis après on peut imaginer toutes sortes de lignes complémentaires qui donc créeront à la fin ce fichier CSV qui sera lu par Revit. Alors comment va fonctionner l'instruction qui va appeler la table de consultation? Ici on en a un exemple parfait. Ça va toujours commencer par size lookup avec un underscore entre size lookup qui est donc l'intitulé de la fonction. On ouvre la parenthèse et on va donner le nom de la table de consultation à utiliser. Donc ici, comme ils ont créé un paramètre spécifique pour le nom de la table de consultation, on peut marquer le nom du paramètre et qui ira donc s'identifier à Elbow générique. Mais on pourrait tout à fait écrire la formule de la façon suivante: size lookup, ouvrez la parenthèse, guillemets, avec le nom de la table de consultation, puisque de toute façon elle est chargée, donc Revit va la trouver. Donc guillemets, virgule. Alors ensuite on reprend l'intitulé en question. On va lui demander pour cette ligne là la valeur du paramètre FOD par rapport à la valeur donc de ce qui est à la fin de la ligne, le diamètre nominal, c'est-à-dire ce paramètre-là. Et s'il ne trouve pas le diamètre nominal, qu'il n'est pas présent dans la liste, il ne va pas l'inventer, il va simplement reprendre la valeur de ce diamètre nominal fourni et rajouter 10,4. Donc ça, c'est dans le cas où ce n'est pas dans la liste. Donc tous les cas de figure sont couverts, soit ça existe, soit ça n'existe pas, et si ça n'existe pas, on fait un petit calcul. Donc Revit va prendre cette valeur de diamètre nominal, 25, aller la rechercher donc dans la première colonne officielle, c'est-à-dire la deuxième colonne, il va chercher la valeur de 25. On va la trouver évidemment facilement puisque c'est la première ligne. Et là on demande la valeur de FOD, c'est-à-dire 3340. Et donc ici on voit qu'il nous a retourné 3340 sans problème. Maintenant si je lui donne une valeur de 30 par exemple, ici, et que je lui demande de calculer, d'aller rechercher FOD, évidemment il ne va pas le trouver, donc il va me donner mon diamètre de 30 plus 10,4, soit 40,4, et donc là c'est un diamètre par défaut par rapport à une valeur qui n'est pas existante dans le tableau. Également pour l'autre demande de paramètres, CTE, étant donné que la valeur d'entrée n'existe pas, Revit va prendre la formule par défaut, c'est-à-dire 1,2 fois le diamètre nominal moins 1,5, ce qui va nous donner 29,1, et donc ces deux valeurs-là ne sont absolument pas dans le tableau puisqu'elles ont été calculées. Mais si je remets maintenant une valeur normale, par exemple 50, à peine je l'ai entré que Revit va me trouver 60,3 et 51 ici, sans problème, donc pour me retourner les valeurs.
Donc attention, tout à l'heure j'ai dit qu'à partir d'une colonne on pouvait générer une ou plusieurs valeurs, mais c'est à la fois, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir uniquement une association de 40 avec 48,3, mais de 40 avec 48,3, ou de 40 avec 38, ou de 40 avec une autre colonne, et une autre colonne, et une autre colonne. Donc toujours une entrée, plusieurs sorties possibles, mais une à la fois évidemment, parce que Revit retourne ça par rapport à une formule, par rapport à un paramètre, et donc on ne peut pas affecter deux valeurs pardon, à un paramètre à la fois. Une petite remarque, parce que les choses peuvent être un petit peu déroutantes à ce stade, c'est-à-dire que on a le nom de la table de consultation, on demande ce paramètre-là par rapport au paramètre qui est situé en dernier dans la liste, et sinon on va donc avoir cette formule de substitution. Mais vous voyez que ce paramètre qui s'appelle diamètre nominal ne s'appelle absolument pas ND. Donc Revit se fiche un petit peu du nom de ce paramètre-là, puisque de toute façon il va toujours chercher dans la première colonne. Et donc le nom du paramètre qui donne la valeur peut être complètement différent. Il s'appelle diamètre nominal ND, évidemment c'est nominal diameter, mais c'est pas du tout la même syntaxe, les mêmes caractères. Donc toujours la première colonne, très importante, peu importe le nom du paramètre qui est là, il faut quand même qu'il y en ait un pour définir. Et après, à partir d'une valeur, on va pouvoir générer la recherche des valeurs correspondantes. Il est également possible, dans une table de consultation, de faire une recherche basée sur deux entrées qui vont donner une sortie unique. Dans cet exemple, on a rajouté quelques paramètres, un paramètre d'angle ici dans la liste des différents paramètres et différentes valeurs qui va constituer donc la table de consultation. La formule utilisée va donc appeler cette table de consultation, on va demander un paramètre FOD par exemple, valeur par défaut si jamais le paramètre n'est pas trouvé, et ici on va demander par rapport au diamètre nominal et par rapport à l'angle. Revit va aller chercher dans la première et dans la deuxième colonne les valeurs correspondantes à diamètre nominal et angle qui sont donc fournies par ailleurs, et si ces valeurs existent, alors il retournera la valeur FOD. Si une des valeurs ou les deux valeurs sont manquantes, il retournera la valeur par défaut calculée avec la formule de substitution. Dans la pratique, cela donnera le résultat suivant. Alors, dans les propriétés ici, on a introduit une valeur test pour vérifier justement ça avec l'instruction sizeLookup, recherchée dans la table TC3, entre guillemets. Donc la table TC3, elle est chargée dans le dessin, elle a tout simplement été créée en copiant-collant ce texte dans le bloc-notes et en l'exportant au format CSV. Donc c'est relativement simple à créer. Donc la table TC3 est dans le projet. On lui demande la valeur, je vais la remettre ici pour qu'on voit, la valeur de FOD, qui est donc un des paramètres de la liste. S'il ne la trouve pas, il calculera le diamètre nominal plus 10,4, mais il va rechercher donc ce paramètre FOD par rapport au diamètre nominal et l'angle. Donc les deux valeurs qui sont dans la première et la deuxième colonne. Dans ce cas de figure, on voit que le diamètre nominal 25 est effectivement présent dans la première colonne ici, correspondant à cette première séparation de virgule, mais que l'angle est de 90 et il n'y a pas d'association sur une ligne entre 25 et 90. On a différentes valeurs, mais on n'a pas 25 et 90 entre les deux. Donc Revit va nous calculer la valeur de substitution, c'est-à-dire 25 plus 10,4, 35,4. Maintenant, si je m'intéresse à la valeur de l'angle correct, qui est de 45, si je lui donne la valeur correcte ici, 45, eh bien on voit que Revit affiche 33,4 et 33,4 est donc la valeur effectivement qui s'associe à 25, 45, 33,4 pour la valeur de FOD. Si on avait demandé la valeur de CTE, il aurait retourné 25 également. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. Il faut que les deux soient vrais. Si cette condition n'est pas réunie, à ce moment-là, toutes les autres propositions sont fausses et il calculera ça par rapport au diamètre nominal. Donc deux entrées, une sortie. On peut imaginer trois entrées, une sortie également sur le même principe. Attention à la syntaxe, c'est très important.
une petite remarque, c'est que quelquefois, et ça vient de m'arriver, mais là je ne l'ai pas mis en évidence, quelquefois en copiant-collant entre le bloc-notes Word et la ligne ici, les guillemets ne seront pas ces guillemets-là, mais d'autres guillemets plus en accent circonflexe horizontaux. Et à ce moment-là, le copier-coller va bien se passer, mais Revit ne va pas comprendre l'autre type de guillemets. Donc attention, quelquefois la formule est tout à fait correcte, mais c'est simplement le type de guillemets qui va perturber le fonctionnement. Ça ne tiendra pas à grand chose, mais il faut le savoir. Autre possibilité d'extraction, j'en ai parlé tout à l'heure, la possibilité d'extraire les données de la première colonne, qui est une colonne d'information un petit peu indicative, mais il est également possible de le faire. La syntaxe est légèrement différente. Il faut savoir que là c'est considéré comme un paramètre texte, même si ce sont des chiffres ou des chiffres et des lettres. L'instruction s'intitulera comme ceci, size lookup, le nom de la table de consultation, mais là on lui dira qu'on ne cherche rien de particulier, c'est-à-dire une chaîne vide avec deux guillemets. Qu'est-ce qu'il va retourner s'il ne trouve pas la valeur, et par rapport à quoi il va la rechercher. Donc par rapport au diamètre nominal, si ici j'ai un diamètre nominal de 40 par exemple, il devrait me retrouver la valeur 1,5, etc., etc. En mise en application de ce principe, on a donc créé un paramètre texte qui s'appelle test2 avec la syntaxe correcte, et par rapport à notre petite table d'exemple, on voit que toujours pareil pour cette valeur de 25, il nous a retourné la valeur 1, et imaginons rentrer une valeur de, je sais pas, de 13 par exemple, qui va nous donner 26, qui n'est pas dans la table en question ici. Il va donc nous retourner la valeur non NA, pas trouvé, etc., etc. Donc on peut aussi mettre une autre valeur, par exemple une valeur de 50, ici 25, hop, il va trouver la valeur 2 qui effectivement est la valeur ici de la première colonne. Donc cas particulier de la première colonne, on peut toujours l'extraire si besoin. Il est également possible de demander à Revit de rechercher des variables texte. Donc on va créer pour cela un paramètre texte dans notre table de consultation qui consistera à lui donner un nom, et ce sera un paramètre other avec deux guillemets ici, et vous voyez que il y a différents textes AAA, BBB, LL, YY qui ont été rajoutés. Pour illustrer le fait que les guillemets ne sont pas forcément indispensables, on voit que ici il y a des guillemets, là il n'y a pas de guillemets, mais de toute façon, guillemets ou pas, ça va très bien fonctionner avec ce paramètre là. La syntaxe sera la suivante. On demandera dans la table, cette table s'appelle TCT, on demandera size lookup dans la table TCT d'extraire le paramètre texte, toujours en fonction du diamètre nominal. Ça pourrait être notre paramètre de la première colonne, mais ça va être le diamètre nominal, et s'il ne trouve pas le diamètre nominal, il retournera une chaîne vide avec trois tirets. En application dans notre exemple, dans type de famille, la table de consultation TCT a été chargée, on a créé un paramètre de texte par défaut, et on va pouvoir coller la formule size lookup, donc TCT, texte, diamètre nominal, voilà. Et on voit que instantanément, alors je vais ramener le tableau pour vérification, et donc on voit que pour la valeur 25, on a le texte AAA qui apparaît. Si j'entre, je vais sortir ça, si j'entre une autre valeur, donc toujours une valeur qui n'existe pas, 14, on voit qu'effectivement il nous a retourné la chaîne vide puisqu'il n'a pas trouvé la valeur. On peut s'amuser à rentrer une autre valeur, par exemple de 32, pour voir ici. Voilà, on a bien la chaîne BBB qui apparaît, et on voit qu'on a fait apparaître la chaîne AAA entre guillemets ou BBB sans guillemets, donc il n'y a pas trop d'importance à mettre des guillemets pour les chaînes de texte. Donc on peut les retourner comme ça par rapport donc à un paramètre qui était ici le diamètre nominal.
Par rapport à cette table, nous allons utiliser une syntaxe un petit peu alambiquée, mais qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on va inclure la fonction sizeLookup dans une fonction if, et donc si le nom de la table, la valeur retournée par la valeur est égale à 1, alors à ce moment-là, Revit dira que la proposition est vraie, 1 égale 1, la case sera cochée, sinon il dira 1 égale 0 et la proposition étant fausse, la case sera décochée. Ça se retranscrira ici avec if size lookup. Dans la table TCC, on recherche le paramètre vise, on peut imaginer une valeur de remplacement, un paramètre de recherche égale 1, 1 égale 1, 1 égale 0. On va le mettre en pratique tout de suite. Donc ça a déjà été un petit peu préparé, c'est-à-dire que là on a créé un test, oui non c'est le même que tout à l'heure, mais on lui a donné la formule suivante, if, donc toute l'expression sizeLookup dans la table TCC qui est celle-ci qui est chargée déjà dans la famille, par rapport, on recherche le paramètre vise, pardon, par rapport au paramètre Z, qui est celui donc de la première colonne et qui est constitué par des lettres simples. La valeur, si on ne retrouve rien, ce sera 0, on peut imaginer une autre valeur. Et donc si toute cette expression égale 1, c'est-à-dire qu'il va trouver la valeur 1 pour les vises ou 0, ça dépendra. Donc si c'est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? La proposition est vraie, donc on transmet à Revit 1 égale 1, à ce moment-là la case est cochée, et si c'est pas le cas, 1 égale 0, et à ce moment-là la case sera décochée. Alors pourquoi la case est cochée ici? Parce qu'on lui a demandé la valeur de Z, Z par défaut, le paramètre texte a été créé ici, on a rentré D, et on voit bien que D dans la colonne est ici, et correspond à une valeur de 1. Donc comme c'est égal à 1, la proposition est vraie, la case est cochée. Maintenant, si on s'intéresse par exemple à la deuxième ligne où vise à une valeur de 0, c'est la valeur B pour le paramètre, et du coup, si j'entre B à la place de D ici, voilà, je clique, instantanément la case s'est décochée, puisque dans notre table de ici de valeurs, la valeur B pardon, est égale à une valeur vise de 0. Donc c'est un petit peu tordu, mais avec cette formule là, donc if sizeLookup, nom de la table, nom du paramètre, valeur de remplacement, paramètre de recherche, égale 1, donc s'il est vrai, la proposition sera vraie, la table est cochée, et si elle n'est pas vraie, elle sera décochée. Donc c'est un petit peu tordu, mais ça permet d'utiliser également les cases à cocher à partir des tables de consultation. Voilà, pour terminer, quelques petites remarques qu'on a déjà croisées dans l'explication. Donc une famille RFA peut contenir plusieurs tables de consultation. Du moment que le nom est donné, Revit ira chercher dans la bonne table de consultation. Comme je l'ai dit, attention en copiant-collant entre le bloc-notes, Revit, Word, etc. Les guillemets doivent être les guillemets les plus petits possibles. Sinon, la syntaxe ne sera pas correcte pour Revit et la formule ne fonctionnera pas. Également, dans Excel, quand on lui demande d'enregistrer au format CSV délimité par des virgules, ce qui est absolument indispensable pour que la table de consultation fonctionne, quelquefois, et j'ai rencontré le cas, il va mettre des points-virgules à la place des virgules. Et donc la solution, c'est de le rééditer dans le bloc-notes et de demander une substitution des points-virgules par des virgules, et ça se fait très très facilement. Dernière précision, vous pouvez stocker les tables de consultation dans n'importe quel répertoire. Par défaut, ceux qui existent déjà dans Revit sont situés dans ce répertoire-là, donc c'est Programme Data. Attention, il s'agit d'un répertoire caché qu'il faut le démasquer pour s'en servir. Autodesk, RVT, donc Revit, le répertoire de l'année, donc 2000, j'ai mis XX, mais vous remplacez XX par l'année du Revit que vous utilisez, et répertoire Lookup Tables, où vous trouverez tous les fichiers CSV correspondant aux éléments présents dans la bibliothèque de Revit.
Voilà, cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous servira à bien débroussailler les tables de consultation qui sont quelquefois un petit peu obscures à comprendre. Et je vous remercie de votre attention.